je me méfie avec celle-là parce que... Ah ouais, bah déjà, vous voyez comment ça sort déjà direct. Bon, on va rien faire en fait, parce que elles sont bien nombreuses alors. Allez, oh là 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 là. Allez. Voilà. Ouais, ok. Il y a tout le monde qui sort là. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial. On va faire un épisode en fait pour raconter ce qui se passe l'hiver dans nos ruches. Pour les gens qui ne connaissent pas, alors pour les apiculteurs c'est pas nouveau. C'est la période où tout le monde fait des vidéos en fait sur la varroa et sur les traitements. Alors, je voulais faire un peu la mienne, juste pour les gens qui ne connaissent pas l'apiculture, qui ne savent pas comment ça se passe, avoir une idée en fait de ce qui se passe pendant l'hiver. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les abeilles n'hibernent pas, elles hivernent. C'est-à-dire qu'en fait elles ne vont pas dormir, comme font certains insectes, qui font une diapause, je crois, un truc comme ça. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se mettre en pause en termes de sortie, en termes de récupération de pollen, de nectar, de propolis, ces trois éléments qu'elles ramènent, et de l'eau aussi, trois éléments qu'elles ramènent dans la ruche. Elles vont se mettre en mode, on reste au coin du feu, près de la cheminée. En fait, elles vont plus sortir, elles vont se mettre en grappe, c'est-à-dire qu'elles vont former, plus de température vont baisser. Elles vont arrêter de sortir à partir de 12-13 degrés. Elles vont commencer à se resserrer pour essayer de maintenir la température de la ruche entre 20 et 30 degrés. Il y a un taux d'humidité assez important. Et elles vont plus sortir en fait. Et elles vont juste se mettre en grappe, consommer les ressources qu'elles ont récupérées. La seule chose qu'on puisse faire, on ne peut plus ouvrir les ruches, on ne peut plus regarder dans quel état elles sont. On va les laisser vivre leur vie. Vérifier qu'à l'entrée des ruches, il n'y ait pas des abeilles mortes qui bloquent les entrées-sorties. Parce que si les abeilles sont assez fortes, elles sont dans la capacité en fait de les prendre et de les sortir. Parce qu'elles sortent aussi quand même pour aller vider leur ampoule rectale. Donc c'est l'ampoule dans laquelle en fait elles vont garder en fait tous leurs excréments. Elles font un vol de propreté, c'est-à-dire qu'elles sortent régulièrement pour ce que la température le permet. Au-delà de 10 degrés et en dessous de 13 degrés, elles vont sortir pour aller faire pipi caca. Pendant ce temps-là, le reste de la colonie va se mettre en grappe, va se resserrer. Les abeilles vont contracter leurs muscles alaires, donc les muscles du thorax, pour maintenir la température entre 20 et 30 degrés. Et puis, elles vont plus bouger. Et la problématique, c'est que aujourd'hui, on rencontre un acarien en fait qui attaque les abeilles, qui a été importé dans les années 80 d'Asie, je crois, qui était présent sur une abeille qui s'appelle l'abeille serrana. Cette abeille arrive à gérer en fait la quantité de varroa sans s'en débarrasser, mais à cause de la mondialisation, le varroa a été importé en Europe, un peu partout dans le monde. Il s'est répandu un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, les abeilles, elles vont faire face en fait à cet acarien-là, et elles savent pas le gérer, elles savent pas s'en débarrasser. Et la problématique, c'est que cet acarien, il a une action affaiblissante en fait sur les abeilles. Il va manger en fait leur corps gras. C'est la matière qu'il y a entre, je dirais, leur exosquelette et l'intérieur de leur corps, qui sert de barrière immunitaire et qui permet de se débarrasser de certaines toxines. Et en plus, le varroa va pomper leur hémolymphe, c'est le liquide qu'il y a dans leur corps, et qui permet à l'abeille de respirer, de faire circuler l'oxygène dans son corps et les nutriments dont elle a besoin. Ce varroa, en fait, il a deux formes. Il a une forme endormie, je dirais, qui lui permet de passer d'une ruche à l'autre. C'est ce qu'on appelle un varroa phorétique. Et je crois me souvenir que ça vient du grec phoré, qui veut dire transporter, quelque chose comme ça. Il a cette forme phorétique où il va rester sur les abeilles accrochées à elle. Et puis après, il va avoir une action destructrice. C'est pour ça qu'il s'appelle destructor, puisqu'il va rentrer en fait dans le couvain. Donc c'est les femelles qui sont phorétiques, ce sont elles qui sont fécondes et c'est elles qui se baladent d'abeille en abeille pour pouvoir entrer dans le couvain. Et une fois qu'elles rentrent dans le couvain, un petit peu avant l'operculation de la cellule dans laquelle il y a une larve d'abeille qui est en train de devenir une nymphe, le varroa va en fait rentrer dans cette cellule et va commencer à l'infester en pondant, donc la femelle, en pondant un premier œuf qui est un œuf de mâle et toutes les 30 heures de pondre un œuf de femelle. Sur la période où la cellule est operculée, dans laquelle la nymphe se développe, la femelle varroa peut pondre jusqu'à 8 à 12 femelles. Et ces femelles, elles vont se faire féconder par le premier mâle qui a été pondu, donc un de ses frères.
Et puis toutes ces femelles vont ressortir et seront elles-mêmes fécondes et pourront aller infester d'autres cellules ou devenir phorétiques en s'accrochant à une abeille pour aller infester une autre ruche. Une fois qu'elles sont donc dans le couvain, la problématique c'est que pour se nourrir, ces femelles varrois, elles sont obligées de manger le corps gras et l'hémolymphe des nymphes qui sont en train de grandir. Et ça a une conséquence assez grave pour l'abeille, c'est que ça risque d'en faire une abeille mal formée. Une abeille, quand elle naît, elle a un imago, c'est une abeille parfaite qui est prête à fonctionner. C'est une machine déjà programmée qui est prête à répondre à son rôle d'abeille. Et le souci, c'est que quand elle est rongée par le varroa, ça lui retire des capacités cognitives, des capacités d'orientation. Elle ne va pas bien se développer. Et le problème, c'est que si toutes les abeilles restent comme ça, bien évidemment, tout le fonctionnement de la colonie risque d'être affecté. Et donc, pour s'en débarrasser, ce qu'on est obligé de faire, c'est soit d'avoir une action mécanique. Alors on piège au mois d'avril, on pose des cadres spéciaux sur lesquels on ne met pas de cire pré-imprimée. Là on laisse en fait les abeilles faire elles-mêmes des plaques de cire, et comme elles ont de la place en général, comme elles sont guidées partout ailleurs dans la ruche par l'apiculteur pour créer des alvéoles de femelles, à cet endroit où il n'y aura pas de plaques, elles vont construire elles-mêmes des plaques de mâles. Et il faut savoir que les varrois, puisqu'il a une action destructrice sur les abeilles, il préfère aller en fait dans les cellules de mâles. Il va majoritairement dans les cellules de mâles. Bon, s'il y a des cellules de femelles, il ira aussi, le varrois. Mais il préfère les cellules de mâles. Donc la première action qu'on peut mener, c'est une action biomécanique, sans traitement. On laisse des plaques, on laisse des cadres sur lesquels on laisse développer des cellules de mâles. Et puis régulièrement, avant que les mâles naissent, on retire ces plaques-là. Comme ça, on est sûr de détruire en même temps le varroa. Alors bien sûr, on retire du mâle aux abeilles. On en laisse un petit peu entre juillet et août, histoire que ça permette aux reines qui naissent d'aller se faire féconder. Et après, on a un autre mode de traitement, c'est un mode de traitement par médicament. Donc il en existe plusieurs. Celui qu'on utilise et qui est le plus efficace, je pense, ce sont des lanières d'amitrase. Donc l'amitrase, c'est un médicament. J'en ai déjà parlé, tout le monde connaît, enfin pour ceux qui font de l'apiculture, c'est des lanières qu'on met en fait contre les cadres pendant 10 semaines, et au frottement des abeilles sur ces lanières, ça permet de diffuser le médicament, l'amitrase, qui lui a une action anti-acarien, qui va tuer en fait le varroa. Donc ça c'est le premier traitement qu'on utilise, que moi j'utilise à la fin de la dernière récolte au mois d'août. Alors la problématique de ce traitement, c'est qu'il faut pouvoir ouvrir les ruches pour pouvoir mettre le traitement, y aller régulièrement pour gratter les lanières pour que le médicament continue à se diffuser, puisque les abeilles ont tendance à le propolyser parce que elles voient que c'est un objet étranger à la ruche, donc bien évidemment ça leur plaît pas trop. Et donc il faut pouvoir aller régulièrement dans ces ruches-là, puis après à la fin du traitement, à la fin du mois d'octobre, il faut pouvoir le retirer. Donc on peut pas faire ça pendant l'hiver parce que laisser trop longtemps ce traitement d'amitrase, on a remarqué que ça permettait à certains varrois de s'habituer. Ça crée une sélection naturelle en fait de varrois résistants à l'amitrase. Si on laisse trop longtemps ces lanières ou qu'on les utilise trop souvent, c'est-à-dire tous les ans, on se rend compte que le varroa est de plus en plus résistant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une fois par an de l'amitrase. Et puis le reste du temps, on utilise un autre médicament qui s'appelle de l'acide oxalique. L'acide oxalique, c'est en fait un produit qu'on va soit introduire par dégouttement, c'est-à-dire qu'on mélange cet acide oxalique avec du sucre. On va le mettre avec du sucre, on va le mettre entre les rayons. Les abeilles vont se lécher les unes les autres, ça va permettre de le diffuser et ça va permettre au traitement d'être bien diffusé dans la ruche et de tuer le varroa. Ou sinon, on a une autre méthode qui est l'utilisation d'acide oxalique en poudre, donc pur, et de l'utiliser par sublimation. On la met dans un appareil avec une sorte de petite plaque en céramique qui chauffe très fort, qu'on introduit à l'intérieur de la ruche par l'entrée de la ruche et qu'on transforme de l'état solide à l'état gazeux en vapeur. Et cet acide oxalique en fait va se diffuser dans la ruche et va détruire tous les varrois. Donc ça a un effet immédiat puisque ça tue tout de suite le varroa, alors que l'amitrase a un effet sur le long terme. Il faut une dizaine de semaines pour que ça se diffuse et que ça tue le varroa. Depuis le mois de septembre, l'acide oxalique sous forme de poudre et c'est autorisé en France. Pour pouvoir avoir un médicament qui sorte sur le marché en France, il faut qu'il ait ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et on a une douzaine de médicaments qui existent contre le varroa. Il n'y avait pas d'acide oxalique sous forme de poudre. Le seul qui existait sous forme liquide, pure, c'était l'oxybir. Donc c'est de l'acide oxalique déjà mélangé avec de l'eau et dans lequel il faut rajouter du sucre. Ça permet aux abeilles de se lécher les unes les autres et de diffuser le produit. Aujourd'hui, on a un traitement d'acide oxalique pur qui a une AMM depuis le mois de septembre. Je ne me souviens plus de son nom, mais je vous le mettrai en bas là, dans la description. Et donc, vous pouvez l'utiliser en sublimation. Alors, c'est un appareil un peu spécial, avec une sorte de machine qu'on introduit à l'intérieur de la ruche et qui permet de transformer la poudre en vapeur. Alors, pourquoi on traite au mois de décembre? L'avantage du mois de décembre, c'est que comme les abeilles, normalement, elles n'ont plus de ressources pour continuer à se développer, à faire du couvain, etc., elles rentrent en phase d'hivernage,
alors une sorte de survie, où elles vont plus faire de couvain, la reine va arrêter de pondre, elles vont plus se développer, elles vont juste rester avec les abeilles qui sont nées à la fin du mois d'octobre, début novembre, et elles vont passer tout l'hiver comme ça. Une abeille d'hiver, ça vit à peu près 150 jours, sachant qu'une abeille d'été, c'est entre 35 et 45 jours. Donc on profite du fait qu'il n'y ait pas de couvain pour se débarrasser de tous les varrois qui sont dits phorétiques, c'est-à-dire ceux qui sont collés sur le dos de l'abeille. Ceux qui sont à l'intérieur du couvain, on ne va pas pouvoir l'hiver les atteindre. Pour le peu qu'il y ait du couvain, il faut utiliser d'autres méthodes. Soit la mitrase, mais là on ne peut pas parce qu'on ne peut pas ouvrir, soit un autre produit qui s'appelle le Varomède, qui est un mélange d'acide oxalique et d'acide formique. L'acide formique, c'est le même acide qui est utilisé par les fourmis quand elles se défendent. Et cet acide-là, par évaporation, en fait, il arrive à rentrer dans le couvain. Et donc, il a une action d'antivarrose, antivarrois, par évaporation. Mais pour avoir cette évaporation, il faut avoir une température minimum de 20 degrés ou 25 degrés. Et bien évidemment, on ne peut pas utiliser ce genre de produit l'hiver parce qu'il fait trop froid. Donc, on n'a que l'acide oxalique. Moi, ce que je voulais dire, c'était les gens qui ne veulent pas traiter leur ruche. Là, je comprends que ça les embête, qui ne veulent pas introduire des médicaments dans leur colonie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement de choix parce que si on ne traite pas en fait, nos colonies, le varroa va continuer à se développer indéfiniment, on va continuer à atteindre nos ruches, les ruches des apiculteurs, des abeilles domestiques, mais également des abeilles qui vivent dans la nature. Et bien évidemment, si on ne traite pas, on n'arrivera jamais à contenir en fait, cette infestation qui est partout aujourd'hui. Et s'imaginer que les abeilles sont dans la capacité de développer des facultés pour s'en débarrasser, je pense, moi j'y crois pas trop, sachant que la nature, par sélection naturelle, met des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, pour sélectionner des abeilles qui seraient dans la capacité de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre, parce que les abeilles sont déjà très fortement en danger à cause de l'agriculture intensive, à cause de tous les pesticides qu'on utilise. Et s'imaginer qu'il y a des sous-espèces d'abeilles qui arriveront à se débarrasser de elles-mêmes des varrois, c'est mettre en danger les abeilles qui existent aujourd'hui, qui sont les abeilles et les Apis mellifera, donc l'abeille noire, les bugfast pour ceux qui en ont, les italiennes, caucasiennes, caroliennes, etc. Donc je pense que on peut essayer dans des laboratoires d'essayer de sélectionner certaines abeilles ou de trouver des moyens pour faire en sorte que certaines sous-espèces être dans la capacité de se débarrasser d'elles-mêmes des varrois, mais ça j'y crois pas trop. Donc c'est important de traiter ces colonies, ça coûte pas si cher que ça. À cause du réchauffement climatique, parce qu'il y a des gens qui pensent que le réchauffement climatique n'aura pas d'effet sur la nature ou que les effets seront assez réduits. Moi, j'en suis pas persuadé parce que rien que cette année, on a eu un automne tellement chaud qu'on a eu des abeilles qui ont fait du couvain très tard. Et là, vous allez voir dans la vidéo, en faisant du comptage, donc en mettant les planches sous les ruches. Donc pour détecter les varrois pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de solutions puisqu'on ne peut pas ouvrir les ruches. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un plateau en fait sous la ruche, un plateau qui se glisse en dessous en fait de la planche qu'il y a en bas de la ruche, auquel il y a des trous, et on va compter en fait le nombre de varrois qui tombent morts par jour. Et il doit en tomber que moins de 1 par jour par ruche. Ça nous permet de nous donner une estimation approximative, voir si une ruche est très infectée ou pas. Et donc à partir de ça, on va pouvoir déterminer si on a besoin de traiter les ruches ou pas. Bon, moi je vous cache pas que je les traite toutes les ruches, parce que elles en ont toutes besoin. Le varroa est partout présent. Une ruche où il n'y a pas de varroa, ça n'existe pas. Toutes les ruches sont infestées à plus ou moins grande échelle. Ça dépend en fait de la quantité d'abeilles qu'il y a à l'intérieur. Ça dépend en fait de l'état de santé dans lequel elles sont. Ça dépend de la quantité d'abeilles. Quand il y a beaucoup d'abeilles, forcément, il y a plus de facilité à avoir de varrois, parce qu'il y a sûrement plus de couvains. Colonie où il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est une colonie qui aura à faire face aux varrois et qui risque encore plus d'être affaiblie, déjà qu'elle n'est pas bien nombreuse, qui n'est pas bien forte. Elle est assez faible. Et je me rends compte que comme j'ai eu du couvain très tard, j'ai eu beaucoup d'abeilles, mais j'ai eu beaucoup d'abeilles avec beaucoup de varrois, parce que le varroa s'est beaucoup développé. Pourtant, j'avais fait déjà un premier traitement à la fin du mois d'août, avec des bandelettes. Et malgré ça, j'ai eu beaucoup de varrois, parce que les abeilles sont nombreuses, parce qu'elles ont fait beaucoup de couvains. Du coup, le médicament a sûrement bien fonctionné par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas de médicaments, mais pas suffisamment pour avoir des colonies qui ne soient pas trop infestées. Donc voilà, je parle beaucoup, mais c'était juste pour dire qu'il est important de soigner ces abeilles, il est important de s'en occuper. Ça coûte pas très cher, l'acide oxalique. Donc le traitement qu'on utilise en acide oxalique, ça s'appelle Oxybi. Ça coûte une 40aine d'euros dans le commerce. Surtout, il y a beaucoup de produits dedans, donc vous pouvez l'utiliser pour énormément de ruches. Il y a 800 ml de produits, 50 ml par ruche, un peu plus d'une quinzaine de ruches par flacon acheté, donc c'est plutôt gérable. Et sinon, il y a l'acide oxalique pur, qui est
maintenant en vente sur le marché. Et là, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça coûte peut-être 1,50 €, 2 € par ruche. Après, il faut l'investissement dans le matériel pour le diffuser. Mais ça vous coûte soigner. Donc on va aller voir nos 2 ruchers. On va les traiter à l'acide oxalique les deux pour qu'elles continuent à passer l'hiver. On va sûrement mettre des candis. Alors pareil, il y a plein de gens en fait qui disent mais pourquoi nourrir les abeilles l'hiver? En fait, les abeilles dans la nature avant, elles n'avaient pas besoin d'être nourries pour une raison simple, c'est qu'elles avaient plus de ressources, plus de facilité à faire des stocks. Qu'aujourd'hui, on vit avec une agriculture qui est quand même assez intense, où l'environnement n'est pas toujours très favorable pour les abeilles. Et donc, elles ont peut-être des fois du mal à faire des réserves. Moi, j'ai des abeilles bugfast. C'est un croisement de plusieurs espèces, de plusieurs sous-espèces d'abeilles. Et elles ont tendance à beaucoup consommer. Donc, on est obligé de les nourrir si on veut pouvoir les faire passer l'hiver. Donc ça, c'est pareil, de nourrir les abeilles. Ça peut apparaître une aberration, mais ça dépend du type d'abeille que vous avez. Moi, ces abeilles bugfast, donc ont des origines d'italiennes et qui sont un peu gourmandes comparées aux abeilles noires qui elles sont plus économes. Et donc je suis obligé de les nourrir. Bon, elles ont des gros stocks quand même, mais je suis obligé de les nourrir. Bon, en soi c'est pas très grave, c'est juste un choix personnel, j'ai pas envie de perdre des essaims. Donc je préfère leur donner un pain de candide de 2,5 kg en début d'hiver. Là l'hiver vient juste de commencer. Normalement on a passé le solstice d'hiver, donc elles devraient recommencer à faire du couvain. Donc c'est pour leur donner toutes les chances de passer l'hiver. Je pense il fait moins froid que... On a eu un fin de décembre qui était plutôt chaud. Et donc on va leur donner un petit coup de pouce pour arriver, il y a encore 2 mois en fait d'hivernage, pour arriver jusqu'à la fin février. Et comme ça pourra leur aider. Donc sur les 5 ruches, j'en ai au moins 4 où il y a énormément d'abeilles qui sont très en forme, mis à part l'infestation de varroa qu'on va voir assez importante. Mais il y en a une où elles ont, je pense, fait tellement de stock qu'elles n'avaient plus de place pour faire du couvain en septembre-octobre. Alors que déjà, elles ne devraient plus en faire. Mais elles avaient beaucoup d'activités puisqu'il y avait beaucoup de ressources. Elles avaient beaucoup de ressources parce qu'ici, les agriculteurs, en fait, plantent de l'engrais vert. Donc, ils plantent un mélange de moutarde, des févroles, avec du tournesol, avec plein de choses qui font qu'elles ont eu beaucoup de ressources jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et en fait, toutes les abeilles qui sont nées entre août et octobre, ce qui était censé être des abeilles d'hiver, c'est-à-dire des abeilles qui sortaient plus trop parce qu'il n'y avait plus de ressources et des températures baissées, elles ont continué à sortir. Et du coup, j'ai eu une colonie où il y a eu beaucoup de stocks. Je crois que sur 8 cadres, il y a pratiquement 6 cadres de stock. Mais il n'y avait que 2 cadres où il y avait encore un peu de couvain. Donc ces colonies s'est retrouvées avec des abeilles qui se sont épuisées entre octobre et novembre à cause du réchauffement climatique. Et avec une colonie très fatiguée et qui n'a pas été renouvelée, donc des abeilles d'hiver. Donc ça, c'est des abeilles qui sont nées en fait à partir de la fin de la période prolifique et qui sont mortes avec très peu d'abeilles d'hiver. Et du coup, c'est une colonie qui n'est pas très puissante, où il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc celle-là, on va la nourrir, on va la surveiller. Donc tous ces facteurs-là font que faut trouver un bon équilibre pour faire en sorte de réussir à faire passer ces abeilles l'hiver. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a pas saoulé. J'espère que ça a été cohérent, que vous avez compris. Bon, on va aller visiter les abeilles. Je vais vous expliquer comment on pose des plateaux d'hivernage pour faire le comptage. Et puis après faire le traitement à l'acide oxalique. Et on voit ça tout de suite. Comme on peut le voir, il y a un petit peu de mortalité. Surtout sur la 2e ruche, je sais pas pourquoi. Celle-là, elle a décidé de se débarrasser de plus d'abeilles. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, donc là ce qu'on va regarder, c'est voir si les entrées elles sont bien dégagées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est qu'en fait on regarde s'il n'y a pas des abeilles qui bouchent l'entrée là. Et puis en fait on va les peser et on va regarder sur la 2e si la nourriture a commencé à être consommée, parce que j'avais mis un bloc de candy pour essayer de voir si cette ruche là sur lequel il y avait moins de nourriture, de réserve de nourriture, avait pas besoin en fait d'avoir un petit supplément de candy. Elles sont en mode gardienne là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer en fait la petite porte pour dégager. Donc il va y avoir une petite sortie d'abeilles, je pense. Ça va moyennement leur plaire parce qu'en plus il fait chaud aujourd'hui. Voilà. Donc elles vont essayer de m'attaquer très fortement. Voilà, on voit que elles sont quand même actives, hein. On va les laisser re-rentrer. Donc moi ce que j'aimerais faire, mais je pense que il ne devrait pas y avoir de mortalité, c'est retirer les abeilles mortes. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup là. Hop. Parce que comme elles sortent un peu, allez filles, voilà. Bon là elles vont essayer de... Elles vont pas être contentes. Donc faut se méfier parce que c'est là qu'elles piquent. Elles apprécient moyennement qu'on vienne les déranger. Hop, on va remettre la porte les dames. Allez, attention.
Donc là, et on voit que elles font leur sortie de propreté pour aller vider leur ampoule rectale, histoire de ne pas rester du caca dans la ruche. Allez, on passe à la suivante. Donc, plateau d'hivernage. Pourquoi on met ces plateaux d'hivernage? C'est pour compter les varrois qui vont tomber pendant toute la période de comptage. Donc moi je me fais sur 5 jours. Ça permet de vérifier que... Ce qui permet de compter en fait le nombre de varrois qui va tomber chaque jour et puis faire une estimation en fait du taux d'infestation de la ruche. Donc c'est assez simple, hein. Ça se prend. C'est composé d'un plateau fourni par Nico sur lequel on a fait des trous pour pouvoir permettre à l'eau de couler. Et on glisse... voilà. Et puis il n'y a plus qu'à glisser le plateau en dessous en retirant ça. Et j'entends pas beaucoup de vibrations là-dedans. Voilà. Et après, voilà. Le plateau il est en dessous. Et on vient à compter après. Et hop. Donc là, celle-là, on va l'ouvrir vite fait. Pour voir, donc j'y vais sans gants, ce qui est pas top, parce que c'est un peu dangereux. Donc comme on peut le voir, il fait pas très beau. Alors ce qu'on va regarder avant d'ouvrir, on va jeter un petit coup d'œil sur l'activité de la ruche. J'ai pris ma lampe cette fois-ci. Bien joué. Ouh là là, c'est trop bien. Regardez-moi ça. Regardez la quantité d'abeilles qu'il y a. Alors, on voit qu'elles sont bien nombreuses. Il y a beaucoup d'abeilles, comme vous pouvez le voir. Elles sont sur tous les cadres, c'est génial. Ouais, nickel. Elles sont encore bien là. Stylo, j'ai rien. Vas-y, les petits. Ah ouais, ça commence à manger, hein. Elles commencent à le manger. Elles vont commencer à attaquer le pain de candy qu'on leur a mis. Le joli pain de candy qu'on leur a mis. On voit qu'elles sont dedans. Elles sont en train de manger le sucre qui est à l'intérieur et elles s'en nourrissent. Donc elles en avaient besoin. Donc ça, à partir de la semaine prochaine, quand on va faire le traitement à l'acide oxalique, ça va leur permettre d'avoir un petit surplus de nourriture. Alors, ruche suivante, c'est la même chose. On va regarder en fait si il y a des abeilles qui bloquent l'entrée, qui empêcheraient du coup un petit peu plus de mortalité. On en profite pour checker qu'est-ce que chicken encore, ce qui n'est pas le cas. Alors, celle-là, il y a moins de monde, je sais pas pourquoi. Et on voit qu'il y a un peu plus de mortalité. Donc, ouais. Et on va faire l'autre côté. Oui, là il y a pas mal d'abeilles. Bon, j'ai tapé un peu dans le bas de la grappe, alors on va se reculer parce qu'elles vont m'attaquer. Ça leur a moyen plu. Voilà. Donc là c'est un peu la folie. C'est normal, j'ai un peu dû taper sur le bas de la grappe. Donc on va pas insister, on va les laisser sortir 2 minutes et re-rentrer ensuite. Histoire qu'il n'y ait pas de trop de pertes. Bon, elles attaquent la caméra, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, sans zigouiller personne là. Allez, sors. Alors pour la troisième, cette ruche là par contre, elle est un peu plus agressive. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elles sont très nombreuses. Et celle-là, elle attaque comme il faut. Donc, et hop. Elles apprécient moyennement qu'on les touche. Voilà, donc déjà ça sort. Donc, je me méfie avec celle-là parce que... Ah ouais, déjà, vous voyez comment ça sort déjà direct. Bon, on va rien faire en fait, parce que elles sont bien nombreuses. Alors. Allez, oh là 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 là. Allez. Voilà. Ouais, ok. Il y a tout le monde qui sort là. Alors on est sur le deuxième rucher, au fond du jardin. Et on a la ruche numéro 3, dont on voit que l'entrée est légèrement bouchée par des abeilles. Des abeilles en fait qui sont mortes et qui bouchent l'entrée. Donc on va retirer la porte pour pouvoir les dégager. Et puis on voit qu'il y a un petit peu de cire qui est tombée, mais pas des masses. Donc on va la peser parce que celle-là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de population dedans. Il y a un sentiment de... c'est pas très vivant, donc je ne sais pas trop où on en est. On va regarder l'arrière.
Et on voit que comparé à l'autre, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc j'ai ramené ma petite lampe de poche. On va essayer de regarder s'il y a du monde là-dedans. Et on voit pas beaucoup d'abeilles. Hein. Bon, on va regarder à l'entrée. Voir s'il y a encore un petit peu de population. Ruche numéro 3, on va faire l'ouverture de la peur pour retirer les abeilles mortes qui sont dessus. Cette ruche là, il n'y a pas une forte population. Donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, oh là, il y a de la mortalité. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de mortalité, je sais pas pourquoi. Ouais, là ça sort un peu. On va les laisser revenir à leur place. Elles vont retourner à la ruche parce qu'il fait pas assez chaud pour sortir. Bon, elles sont sur le côté gauche, je pense. Elles font pas beaucoup de débris. Alors, est-ce qu'elles manquent de nourriture? Je sais pas. De toute façon, la semaine prochaine, on va nourrir. Je ne sais pas si je leur mets une condi, je ne pense pas. Qu'elle est encore très lourde de nourriture. Voilà, on va attendre qu'elles soient toutes rentrées. Et quand toutes ces dames seront à l'intérieur, on va remettre la porte. Voilà. Et on va poser le plateau d'hivernage. Ruche numéro 5, on va faire la même chose. On va retirer la porte d'entrée. Hop. Elle a bien tendance à sauter sur. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de mortalité en fait. On va mettre le plateau d'hivernage. Donc le plateau d'hivernage, il est là. Ah, il y a des trous pour laisser passer l'eau. Hein. Pas que la condensation qui se forme. Alors, regardez. On peut voir en fait tous les débris de cire. Donc on voit qu'elle travaille bien sur la partie gauche. Tous les débris de cire qu'il y a par terre, c'est cire, les opercules de cire qu'elles ont retirés sur les plaques de miel qu'elles ont stockées. Il n'y a plus qu'à introduire le plateau dessous. Ah, on introduit le plateau et on le glisse jusqu'au fond. Et comme ça, on va pouvoir voir les varrois qui vont tomber pendant une semaine dessus et faire un comptage pour savoir exactement le nombre de varrois qui infestent cette ruche. Et dans une semaine, on comptera. Et il faut qu'il y en ait un peu moins de 1 par jour qui tombe. Voilà. Sur la ruche numéro 2, on va regarder également. Donc celle-là, je crois qu'il y en a un petit peu plus. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, un ici, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 varrois. Celle-là, elle est vachement infestée. Hein. On voit en fait qu'elles sont bien positionnées à gauche. Donc 17 varrois pour la 2. Alors voilà, Oxybis, ça se présente comme ça. C'est vendu en fait en ligne ou en pharmacie. C'est une bouteille d'1 litre dans lequel il y a 2 sachets de sucre à ajouter. C'est facile. Hein. Donc on prend la bouteille, on la fait chauffer à 35 degrés dans un récipient. Donc le mien est un petit peu petit là pour l'instant. Je vais peut-être en mettre un peu grand. Et après on va verser les sachets de sucre dedans. On vérifie que l'oxybis est à 35 degrés, juste pour checker, parce que comme on va le répandre sur les abeilles, il faut qu'il soit à température. Donc là, je suis à 35 degrés pile. Donc on prend un entonnoir, tout simplement, et il n'y a plus qu'à secouer. Et après, on va aller sur le rucher pour pouvoir étaler le médicament sur les abeilles. Alors voilà, on est au rucher de Bruno et Serge. C'est qu'on va ouvrir, on va préparer rapidement la solution. Donc la solution, elle est là. On l'a mise dans un thermos pour pouvoir la verser sur les abeilles. On a préparé un enfumoir au cas où il y aurait besoin, si l'enfumoir a bien marché, si les abeilles ne voulaient pas descendre ou s'il y avait un souci, comme ça on peut les faire descendre. On ne sait jamais. On va voir si elles sont bien en grappe. Normalement, elles devraient être bien en grappe. Je mets la camaille histoire de ne pas me faire attaquer le visage. Donc on va agir assez rapidement. Là, vous voyez que je sais pas si vous arrivez à voir là, on arrive à voir. Toutes les abeilles en fait elles sont ici. On est parti, on n'a pas ouvert depuis quelques mois. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Donc là, oh, elles sont bien nombreuses. C'est super. On ouvre le produit. Donc ouais, elles sont sur tous les cadres en fait. Cette ruche là, elle est vachement en forme. Hein. Voilà, ça vole un peu. Donc le produit. Alors, on pompe et on va mettre sur tous les cadres en fait.
Voilà, on va faire couler sur tous les cadres du produit. Et voilà, donc ça c'est bon. On va refermer pour pas que ça se refroidisse. Hop là, la grappe elle était bien au milieu, donc ça pose pas trop de problème. Voilà les filles. Donc niveau candy, elles sont nickel. On va leur laisser ici. Et donc voilà, pour une première ruche, c'est fait. Il faut agir rapidement, hein. On préfère que quand même elles ne se refroidissent pas. Allez, on fait la ruche numéro 2. Donc la ruche numéro 2, elle est très infestée. Je sais plus comment on a dit hier, mais pas loin de 15-20. Donc elle, ce qu'on va faire, c'est lui ramener aussi du candy. Donc on dépose tout à terre. Ouais, il y a un peu moins d'abeilles sur celle-là, j'ai l'impression. Un peu de vent aujourd'hui. Ouais, il y a un peu moins de monde chez elle, hein. Donc elles sont plus centrées ici, ce qui fait que le candy, je vais le mettre à l'avant. Et donc, on reprend le produit, on met le tuyau dedans. Voilà, hop. Donc celle-là, elle est sur 1, 2, 3, 4 intercadres et demi. Voilà, c'est plein de nourriture encore. Elles ont encore de la nourriture. On va soulever. Allez, hop. Vas-y, mademoiselle. Nickel chrome. Alors, la troisième ruche, bon, celle-là, elle est toujours un petit peu plus casse-pied parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde chez elle. Attention. Oh, elle est bien celle-là. Elles sont assez nombreuses, c'est pas mal. Allez hop, c'est bon. Ça, je le repose. Ça, c'est nickel. Les dernières abeilles. Il n'y a pas de moisissure au bord. Hein, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à laisser les planchers ouverts, elles sont quand même assez aérées. Et du coup, il n'y a pas de moisissure sur les côtés. Super. Donc ça, on le referme. Celle-là, on va faire un peu particulier. Parce que comme j'ai pas ouvert les nourrisseurs, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas ouvert les petits capuchons, les petites entrées sur le nourrisseur pour une raison inexpliquée. C'est du candy. Comme vous pouvez le voir, ça j'ai un petit appareil pour pouvoir faire un trou et après le passer à l'intérieur pour que le sachet de candy ne s'écroule pas sur lui-même et que les abeilles puissent continuer à y accéder. Donc hop, on fait un trou, on retire la membrane de plastique et hop là. Comme ça les abeilles, elles ont accès au candy directement. Ça on va le prendre et on va le placer le candy au-dessus. Donc le haut de la grappe il est là. Donc on va essayer de zigouiller personne, voilà. On va mettre le candy là, avec le trou entre les deux. Hop là, on va retourner le nourrisseur. Comme là, il y a des petits trous pour le nourrisseur, mais que j'ai pas fait les ouvertures. Hop là. Normalement, ça ne gêne pas. Ça doit être bon. Donc ça va un peu les chambouler parce qu'elles vont avoir plus d'espace à chauffer, mais c'est pas très grave en soi. Et nous voilà revenus au rocher au fond du jardin. Donc on va regarder les deux plateaux et on va traiter les deux ruches. Alors le premier plateau, hop, on va regarder. Donc là, on voit qu'elles sont bien sur l'avant. Donc là on est à combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là il n'y a rien. Ah, et on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bonne 25 pour la ruche numéro 3. Donc on va traiter la ruche numéro 3. C'est la fameuse ruche qui a fait trop de stock entre octobre et novembre. 6 cadres de stock, 2 cadres de couvain. Et la problématique c'est que elle avait plus de place pour faire de la ponte. Hop, c'est parti. Alors, on a une petite grappe, hein. Très petite grappe. On va la resserrer un peu je pense. Je mets le produit vite fait. Donc on en a mis pas mal, hein. J'ai pas mis la dose max par ruche, mais elles sont tellement pas nombreuses. On va resserrer ce cadre là parce qu'il y a... Essayer de retirer ce cadre là. Voilà. Donc ce que je fais, ça ne se fait pas normalement. Mais, hop là. Ouais, regardez ça. C'est blindé de nourriture. Ah non, il y a du monde quand même dessus, hein. Ça, on va le reculer là. Donc c'est vraiment pas idéal ce que je fais. Et c'est juste pour la resserrer un chouïa. Elle est vraiment pas très... Hop. De toute façon, on va la nourrir. Hein. Voilà, c'est tout sec là-dedans. Et là, on va reculer ce cadre là aussi. Là. C'est pas terrible ce que je fais, hein, mais pourtant il y a du stock de chez stock de partout.
Elles ont beaucoup de stock, hein, mais regardez ça. Il fait pas froid, hein, il fait 10 degrés, donc s'il y a des abeilles qui doivent venir changer de place, elles le feront. C'est juste que je vais resserrer là, parce que c'est vraiment pas terrible en termes de... Les cadres à mal, ouais, il est bien entamé, hein. Ok, et ça on va remettre ce cadre là ici. Voilà, on va juste remettre ça ici. On va les nourrir directement. Alors, elles manquent pas de nourriture, hein, mais comme la grappe elle est pas très grosse, c'est que comme la grappe elle est plutôt ici, on va ouvrir cette partie là et on va leur mettre. Voilà, allez hop, ça là c'est réglé. Hop. Voilà, bah, c'était l'épisode spécial pour le traitement à l'acide oxalique sur nos ruches. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu long. C'était un épisode un peu pour voir en fait comment se passaient les aspects sanitaires en apiculture. On refera une vidéo sûrement fin janvier, peut-être fin février, je sais pas encore, pour voir l'état en fait des ruches, surtout de la numéro 3 qui est très faible. Ce sera un très bon exemple pour voir les conséquences d'une erreur de l'apiculteur au mois d'octobre sur la survie de la colonie tout l'hiver, à savoir trop de réserves et pas assez de couvains. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je vous dis à dans un mois et puis merci encore. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!